Bonjour et bienvenue dans le ZCL. Nous serons ensemble aujourd'hui jusqu'à 14 heures. Nous avons beaucoup d'invités avec des sujets riches et variés. On va déjà parler de journée porte ouverte de l'ECG, l'EGC, pardon, Business School. Donc, bienvenue à Barbara Montpierre, notre ancienne chroniqueuse qui est de retour. Et elle est accompagnée de Maureen Gladys. Donc, vous êtes là pour nous parler de cet événement Save the Date qui aura lieu le 31 janvier avec tout plein de sujets divers et variés. On est dans le cadre du Parcoursup, c'est ça ? Yes, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On reparlera de tout ça avec vous. Ensuite, on va recevoir l'association AEP avec Madame Léonard et Madame Thomias qui donc font partie de cette association et elles sont là pour nous parler de la brocante et des activités de l'association qui est basée sur le Rézé. C'est ça. Ensuite, on va recevoir Olivia Miat pour l'association Gym en forme et fitness. Elle sera là pour nous parler d'une deuxième édition d'une journée qui sera en lien avec les activités pour des seniors. Ensuite, on recevra Catherine Cadreau, présidente de l'UMI Direct, premier syndicat patronal. Elle sera là pour nous parler de bilan et de perspectives pour l'année 2026. Ensuite, on aura Nathalie Jacobi-Coali pour sa chronique C'est à vous, maître. Elle sera là pour nous parler d'enfants et de décisions judiciaires concernant les placements. Et on terminera avec Paul-Élisée Aglaé, artiste de Business School Guadeloupe. Barbara, tu vas nous introduire l'invité qui est avec toi pour ces journées portes ouvertes. Exactement. Merci, Iman. Alors, bonjour à toutes et à tous. Vraiment très heureuse d'être avec vous ce matin. D'autant plus heureuse, ce midi même, que nous étions là avec Gladys Morinier, donc, qui est la directrice de notre école de commerce en Guadeloupe, pour présenter l'école. Oui. Donc, c'était avant exactement. Il y a à peu près 6 mois. Exactement, c'est ça. Et ça fait maintenant 6 mois que nous avons notre première promo de l'EGC, donc je rappelle quand même la première école, voilà, c'est l'école de commerce, voilà, qui est agréée par le ministère, c'est la seule de Guadeloupe, donc ça a été une première. Et vraiment, comment ça se passe? Ça se passe très bien, nous avons une promotion de 22 élèves, donc 11 filles, 11 garçons, voilà, parité, en plus. Voilà. Excellent. Voilà, ils sont vraiment très dynamiques, engagés et contents, puisque ça a été aussi une façon pour eux de rester en Guadeloupe, donc un message aux parents qui nous écoutent, c'est aussi une école de commerce reconnu, donc avoir un gage d'excellence, de professionnalisme et puis de compétitivité aussi sur le territoire pour aussi avoir cette assurance que nos enfants restent chez nous à travers ce parcours qui dure 3 ans. Alors, comment se passent les formations? C'est quoi le profil, le niveau, le parcours globalement? Alors, c'est l'occasion du coup d'introduire Gladys qui est avec moi, donc qui est d'ailleurs, merci à Gladys, qui est vraiment de tout cœur avec les élèves et qui les accompagne au quotidien. Tout à fait. Merci Barbara. Bonjour à tous. Donc, l'école de commerce est basée sur 4 piliers. Les piliers qui permettent à des jeunes, à des étudiants de devenir soit des dirigeants, des managers, ou des chefs d'entreprise ou des dirigeants, les leaders de demain. Donc, 4 piliers, les 4 piliers importants de l'entreprise, le marketing, le volet commercial, la gestion de l'entreprise et le développement d'une offre ou d'un produit. Donc voilà, donc à partir de ces 4 piliers, les étudiants, ils évoluent sur les 3 ans du bachelor et ils apprennent, ils ont tous les outils pour pouvoir diriger une entreprise ou diriger des pôles, devenir des responsables commerciaux, des responsables de pôle, des directeurs de communication, voilà. D'accord, donc sur 3 ans, la formation, c'est ça? C'est ça, sur 3 ans. Donc l'idée avec cette école de commerce, c'est d'être, j'imagine d'avoir des débouchés concrets et d'être plus proche du territoire, c'est ça? Tout à fait. Donc, nous avons des débouchés concrets puisque c'est une école qui existe depuis 50 ans. Donc, comme disait Barbara, reconnue par le ministère de l'Enseignement supérieur. Les débouchés de nos étudiants, c'est une école qui est professionnalisante tout en étant en initiale, les 2 premières années. Il y a une forte période de stage, donc une grosse implication dans l'entreprise, beaucoup de pratiques dans l'entreprise, en plus de ce qu'on met en place pour qu'il soit vraiment opérationnel. Vous avez beaucoup d'entreprises partenaires, j'imagine? Pas mal. Pour rebondir, on a vraiment beaucoup d'entreprises partenaires et nous tenons de les remercier, à les remercier aujourd'hui pour leur accompagnement et nous encourageons les autres entreprises locales
national aussi à se rapprocher de nous, puisque c'est vraiment un levier pour nos jeunes de pouvoir être sur le terrain, répondre aux problématiques locales, se baigner en fait dans les problématiques du territoire. Donc dès la première année, ils sont en entreprise? Oui, dès la première année, ils ont 2 périodes de stage en entreprise et le programme est fait de manière à ce qu'il y ait il y a une maquette nationale et il y a aussi des cours électifs, donc des cours où les entreprises, les élèves sont avec des problématiques locales de leur territoire. Donc ils étudient vraiment le terrain, on va dire. Tout à fait, ils étudient le terrain. C'est une plus-value, on va dire, plutôt que d'aller ailleurs et d'essayer de caler après par rapport au territoire. D'accord. Alors, comment, justement, vous avez pu recruter ces entreprises? Est-ce qu'elles sont venues à vous? Comment ça s'est passé? Alors, tout un processus. Alors, déjà, nous sommes chambre de commerce. Donc, le gros avantage, c'est que nous représentons tous les clients ressortissants entreprises du territoire. Et puis, effectivement, il y a toute la communication aussi qui a été faite, les différentes journées. Mais d'ailleurs, nous avons une journée porte ouverte ce samedi. C'est un appel aussi pour les jeunes, les parents, les entreprises. Mais c'est vrai qu'à travers ce type d'événement, nous avons beaucoup communiqué. Nous avons aussi un fichier client les clients ont été contactés. Donc, beaucoup d'actions de phoning, de mailing, de rencontres aussi, aller à la rencontre des entreprises et sans compter, bien sûr, la rencontre des parents et des étudiants. Et justement, comme c'est une école qui est justement ancrée dans le territoire, c'est quoi les besoins actuels en Guadeloupe, selon Les besoins, ce sont des cadres formés aux problématiques des territoires. Parce que quand je regarde, par exemple, les cours, un jeune qui va partir en métropole, il n'aura pas forcément les outils pour savoir c'est quoi la distribution en territoire insulaire. On n'a pas les mêmes logistiques, les mêmes distributions. Donc, c'est que les jeunes ont vraiment des adaptations liées aux problématiques des entreprises locales. Donc, c'est ça la force. Et puis... qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Quand Bara a parlé, pour les entreprises, on a aussi un réseau qui vient du réseau de la Martinique. En même temps, c'est bien, ça introduit déjà sur le marché en quelque part. Tout à fait. Donc des entreprises qui travaillent déjà avec le GC Martinique, puisqu'on est filière de l'EGC Martinique. Et donc on a ces entreprises qui sont installées en Martinique, qui sont installées en Guadeloupe et qui ont l'habitude de faire confiance à cette école. Donc c'est une façon de lutter contre l'exode, on va dire, guadeloupéenne de nos cerveaux, qui reste ici. Exactement. On est totalement d'accord et c'est vraiment un fer de lance pour nous de pouvoir accompagner. Et au-delà de cette formation, j'en profite pour parler de tout ce que la Chambre de commerce fait sur la formation de façon à permettre à nos jeunes de rester sur place, y compris avec la création de l'école des influenceurs, y compris avec la remise à neuf du campus guadeloupéen de l'apprentissage. Vraiment, nous faisons en sorte de coller aux besoins du territoire et de permettre à nos jeunes d'avoir des formations diverses et variées dans plusieurs domaines pour pouvoir rester sur place. Et le GC répond vraiment aussi puisqu'on a parlé des différents dirigeants à venir, mais c'est vrai qu'il est le processus et le programme est très large, professionnel et large, et permet aux étudiants de rebondir aussi sur plusieurs domaines. Voilà, c'est important de le préciser. Alors, comment va se passer cette journée porte ouverte du 31 ? Une journée dédiée aux futurs étudiants, mais aussi aux parents, parce que l'orientation, c'est avant tout une problématique de parents. Les parents sont très concernés par l'orientation de leurs enfants. Les enfants sont encore jeunes, ils ont 17 ans, ils ont 18 ans. Pour beaucoup, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc, ou alors, même quand ils ont une idée, c'est bien de venir se renseigner, parce qu'on a eu l'expérience l'an dernier des jeunes qui sont venus, qui pensaient faire quelque chose, et finalement, ils se disent « Ah, pourquoi pas ?» avoir une base un peu plus large. Donc, la journée commence à 9h, 17h au CBC, donc le CBC ex-WTC. Maintenant, je pense que tout le monde sait que ça commence à rentrer au CBC. Donc, on accueillera les parents, les enfants, les jeunes. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des ateliers, il y aura des conférences, il y aura une présentation du cursus, il y aura des anciens diplômés, qu'on appelle des alumni, d'école de commerce et de la Martinique aussi, des étudiants de la Martinique. Il y aura de l'animation avec des jeux, avec les étudiants de notre promo qui seront là pour cela aussi, et leur faire découvrir le programme tout au long de la journée. Il y a un volet très tourné sur l'international aussi, on n'en a pas parlé, mais l'international est important dans la Caraïbe, un peu partout, avec les échanges qu'on a avec les universités qu'on a étrangères. Les étudiants peuvent partir faire un semestre à l'étranger. D'ailleurs, j'en ai quelques-uns qui ont... À l'étranger, c'est où? À l'étranger, c'est partout. Ça peut être jusqu'en Chine,
Chine, ça peut être au Japon, ça peut être à Santa Barbara, ça peut être partout. Donc étranger loin, quoi, d'accord. On a des partenariats, le réseau a des partenariats avec beaucoup d'universités, tous les campus en ont. Donc c'est une richesse pour nos jeunes. Vous imaginez un jeune Guadeloupéen qui veut partir faire 4 mois d'études dans une grande université de Beijing, c'est vraiment une opportunité. Et l'école et le GC Business School le permet. Ça donne presque envie de refaire des études. Moi aussi. Non, c'est vrai. Voilà. Donc c'est une vraie opportunité pour les jeunes. Si justement, ce serait quoi le message aux parents, aux jeunes qui hésitent un peu encore à venir? Voilà. Mais justement, venez, puisque c'est vrai que comme Gladys l'a dit, on peut avoir une idée, les enfants peuvent avoir une idée, même les parents, mais c'est important de venir, de découvrir, puisqu'il y a plusieurs opportunités, mieux connaître le programme pour voir justement tout ce qu'il est possible de faire. Et j'aimerais rebondir sur l'idée du campus, c'est-à-dire que le GC, c'est vraiment une famille. Il y a vraiment cet ancrage de campus où il y a la vie étudiante, où il y a vraiment la vie, la collaboration, l'unité entre élèves, entre promos. On a parlé de la Martinique aussi, qui est aussi notre marraine. Oui, c'est bien. Ça c'est très important. Et nous avons aussi fait un ensemble de travaux aussi, qui sont encore en cours, pour permettre que ces étudiants aient une expérience de campus et de vie étudiante. Donc, venez voir et vous renseignez et vous serez surpris et agréablement. Bon, en tout cas, merci. Je me permets juste de rajouter, Parcoursup, c'est important. Parcoursup, nous sommes sur Parcoursup, donc les parents peuvent et les élèves peuvent chercher le GC Business School Bachelor, École de commerce, ils vont nous trouver sur Parcoursup. Donc voilà, c'est un des vœux à faire, ils en ont 10 à faire. Donc pour ne pas partir, ça sera... ça sera le 1. Super, merci beaucoup à vous deux d'être venus. J'imagine qu'en dehors de la journée porte ouverte, ils peuvent quand même venir prendre des renseignements s'ils ne sont pas disponibles. Peut-être un numéro éventuellement. Oui, sur le flyer, qui a été affiché tout à l'heure. Donc aussi sur le site, n'est-ce pas Gladys, le site de l'EGC. Sur Instagram, puisque nous sommes très connectés. Oui, marketing forcément. Voilà. Aussi, n'hésitez pas vraiment à venir prendre l'information, envoyer un message et nous vous répondrons. Toute l'équipe vraiment que nous saluons est dynamique, engagée et disponible pour répondre aux différentes questions. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Après la formation, on va parler de vie associative, justement, avec l'association AEP. Donc, on a Madame Léonard et Madame Thomias. Vous êtes ici pour soutenir les familles, j'imagine. Oui, c'est la première mission. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association, depuis quand elle existe? Alors, elle existe depuis le 7 juillet 2000. Donc, elle est plutôt jeune. Mais avec l'évolution, le temps, donc on essaie de se propulser. Et donc, aujourd'hui, on a décidé maintenant de passer à un autre niveau pour se présenter aux médias. Oui, parce il est temps. 26 ans, je pense que c'est bon. Ça veut dire que vous êtes fiable. Je veux dire, quand même, 26 ans, il y a un parcours. Il y a eu un parcours. Quelles sont les actions que vous avez au sein de l'association? Alors, au départ, c'était plutôt tout ce qui est insertion sociale par rapport au quartier que nous sommes implantés. Ouais. Donc, tout ce qui est insertion sociale, les enfants aussi qui sont peut-être délaissés, donc tout ce qui est périscolaire. Et donc, depuis 2019, on est EVS, Espace de vie sociale. Donc, on a élargi le champ de l'association. Alors, EVS, qu'on peut avoir un peu, c'est quoi Espace le champ de vie sociale? Oui, dites un peu plus, on développer. On accompagne les enfants. Il y a des enfants qui ont des difficultés et ils ne sont pas comme les autres. D'accord. Il y a moyen de atypique faire avec un peu. Pas forcément. Et des problèmes aussi, pas trop les brusquer. Il faut prendre le temps avec eux pour pouvoir les faire étudier. Et bon, il n'y a pas que... On a ouvert quand même. Et c'est plutôt tout ce qui est action sociale, les gens du quartier, les habitants, éviter l'isolement, s'intégrer aussi, parce qu'on a beaucoup de personnes âgées dans ce quartier. Donc, un vrai travail de fond, de lien en fait, social qui se fait au sein de l'association par différentes actions, c'est ça? C'est ça. Tout ce qui est... depuis... il y a les sorties en famille, parce que parfois, on voit que les enfants, ils font leur chemin, les parents aussi. Ouais. Donc, pour rattacher, avoir un lien et tout. Donc, il y a des sorties en famille qui est prévues au moins une fois dans l'année. Peu importe, c'est pas forcément un enfant
qui est inscrit à l'association. Ça peut être les habitants et tout. Donc, voilà. D'accord. Donc, est-ce que vous constatez, vraiment, j'imagine 26 ans sur le quartier, l'évolution, comment elle s'est faite au sein des familles? C'est quoi le constat que vous avez actuellement sur ce qui se passe? Bon, elle a un peu changé. Bon, je n'étais pas là tout au début, mais par rapport à l'historique, on voit bien qu'ils essaient plus de s'intégrer parce que quartier Rézé aussi, il y a beaucoup de personnes étrangères. Donc, il faut les mettre dans la culture guadeloupéenne et tout, présenter. Ils viennent plus vers nous. Donc, c'est un public qu'on a énormément, des personnes étrangères. Donc, on les aide à s'orienter. À s'intégrer aussi. Dans le système, en fait. Oui, on va dire. Parce qu'on a le système FLE. FLE, alors, oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le diplôme qui est préparé pour apprendre la langue française. D'accord. Pour les adultes. Donc, donc vous donnez aussi des cours de langue. Exactement. Ok, très bien. Avec le partenaire, la préfecture. Ok, donc vous êtes associé. C'est une nouvelle loi qui a été établie. Donc, on est obligé de les intégrer et les faire travailler aussi. Ok, donc c'est intéressant aussi de pouvoir brasser, on va dire, les cultures. C'est ça. Exactement. Et donc là, vous allez organiser une brocante le 7 février. Oui. Voilà. D'où est venue cette idée? Alors, c'est une des actions que nous menons au sein des autres ateliers que nous avons au sein de l'association. Cette brocante, en fin de compte, il y a lieu chaque premier samedi du mois au sein de l'association. Pourquoi brocante? Brocante, ça nous permet de tenir un petit peu de fonds pour faire des ateliers avec les enfants, faire sortir les familles, payer cette fois des voyages aussi et voir autre chose avec les enfants et, faire venir d'autres enfants aussi, s'il le peut, parce qu'il n'y en a pas que les enfants du Rézé, on a des enfants qui viennent d'ailleurs, qui font partie de l'association. Vous êtes combien au sein de l'association, à peu près? Mon rôle animateur? Oui, animateur. En fait, ça... Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ça change en fonction des années, donc ça change. C'est en fonction du public. D'accord. Et donc, cette brocante, c'est une fois par mois? Une fois, chaque premier samedi du mois. Comment ça se passe, alors les gens, ils viennent avec... Ils viennent avec leur cabas. D'accord. Et ils choisissent leur vêtement qu'ils désirent. Nous avons différentes tailles, catégories enfants, femmes, hommes. Et ils font leur choix. Et les prix sont variés. Et on a le système voilà, c'est de 2, 3, 4 jusqu'à 5 euros. D'accord. Donc, ça permet de réutiliser. Voilà, pour permettre aux enfants de sortir, créer des ateliers avec eux et faire sortir leur famille aussi. Et c'est pour enrichir l'enveloppe des associations parce que vous connaissez, l'enveloppe a été restreinte quasiment 0. Donc, du coup, il faut faire rentrer les fonds. Donc, ça nous permet d'avoir l'enveloppe pour les sorties, organiser tout ce qui est sorti, des foires et tout. D'accord, ok. Je vois que vous avez aussi des activités podologues, c'est ça? Oui. Alors, la podologue, elle intervient 2 fois dans le mois. Alors, c'est surtout pour les personnes qui n'ont pas accès aux soins gratuits, enfin, dire entre guillemets gratuitement. Mais là, cette année, on a quand même mis des frais parce qu'il faut payer la prestataire. Bien sûr. Donc, 10 euros, ça va. Voilà. Quand c'est le prix d'une séance... Voilà. Chez les spécialistes, c'est pas donné. Oui. Donc, du coup, on a mis ça en place. Donc, on est venu vraiment présenter parce qu'on n'est pas très connu au niveau de tout ce qui est médias et tout. Donc, on s'est dit que vaut mieux, on va exploser pour avoir un public et pour qu'ils sachent. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez du coup des réseaux sociaux, des choses qui permettent de montrer ce que vous faites ou pas du tout? Il y en a, mais étant donné que les personnes âgées, on va dire entre guillemets, c'est pas, voilà, et donc du coup, ils sont plus radio, télé. Oui. Donc on s'est dit que non, il faut qu'on change et on va voir s'il y a une évolution ou pas. D'accord. Alors c'est où au Rézé exactement? Alors, c'est la résidence Loupiti au Rézé. Derrière le CFA du ancien CFA. D'accord, ok. Donc, pour les gens, qu'ils puissent se rapprocher de vous. Donc, on a dit le 7 février, c'est la brocante. L'atelier podologie, c'est 2 fois par mois, vous avez dit. Là, la prochaine, ça va être quand? Alors, en février,
sais plus la date. Non, c'est pour ça que je vous pose la question. Ah si, pardon, le 5 février. Le 5 février. Ouais. Donc c'est le matin de 8h30. On prend 2 personnes. Il faut prendre rendez-vous quand même. Oui, il faut appeler au numéro. Donc on va remettre la petite affiche pour que on puisse avoir le numéro de téléphone et pouvoir réserver sa séance de pied. C'est très important, il y a pour les personnes diabétiques. Exactement, il y a diagnostic et soins. Et s'il y a plus, la personne prendra contact avec la podologue directement. C'est ça. Et aussi, donc, vous faites ALSH, TLSH. Oui, alors les petites vacances. Prochainement, c'est les vacances. C'est les vacances de carnaval. Donc, on a un programme chargé. Et puis, on attend le public. D'accord. Donc là, vous accueillez pendant toutes les périodes des vacances scolaires, de matin jusqu'à... Le matin, la pause méridienne et le soir. Ça, c'est dans les différentes écoles où nous sommes implantés. Parce que nous sommes sur 4 écoles aux Abibes. Donc, l'école de Grand Camp Mixte 1 et l'école de Mixte 2. L'école Guy Corneli, le groupe scolaire Guy Corneli, pardon. Et Odette Stanislas. Donc, c'est dans le même quartier à peu près au Rézé. D'accord. Si les gens veulent vous rejoindre ou participer à des ateliers, si vous donnez un numéro de téléphone, je vois qu'il y en a beaucoup. Il y a plusieurs. Alors, on va lequel est le principal? Les 2 portables, 0690 67 21 51. D'accord. Et sinon, c'est le 0690 55 85 41. OK. Donc, vous appelez et nous sommes à votre écoute pour tout. Un dernier mot pour terminer? Et à votre disposition. Tout ce que nous demandons à la population, c'est de venir voir AEP du Rézé, qui existe depuis pas mal d'années, et qu'aujourd'hui, nous avons décidé de faire parler d'elle sur Canal 10, et nous les attendons nombreux. C'est sur toute la Guadeloupe. Voilà, c'est ça, la Guadeloupe. Voilà. Et puis, voilà. Je ne vais pas partir quand même quitter le studio pour ne pas remercier nos partenaires, parce qu'ils sont nombreux, mais... Nous leur disons, nous leur remercions sur leur parcours qui nous a accompagnés, disons, l'année 2025 tout en entier. Et puis, voilà, nous leur remercions énormément. Et nous remercions Canal 10 aussi de nous avoir invités, de nous avoir bien reçus aujourd'hui. Avec grand plaisir. Un petit peu de la AEP du Rézé. Merci à vous, mesdames. Donc, on rappelle 31 janvier à la CBC pour la Business School. Sur laquelle vous êtes obligés de venir, voilà, tous, parents comme enfants. Donc, c'est l'occasion de découvrir là le parcours de formation de 3 ans, qui est, en plus, c'est gratuit, on n'a pas dit, mais ça m'avait l'air évident, mais je préfère le dire. C'est très bien, quand même. Et donc, après les différentes activités de l'association AEP, notamment la brocante du 7 février, et toutes les activités qu'on a citées précédemment. Merci à vous. On va faire notre première pause publicitaire. On revient dans un instant. On parlera gym et de plein de choses. Restez connectés, on fera le journal. On n'a pas encore développé les sujets. C'est la pause publicitaire. On revient dans un instant. Voilà, de retour sur le plateau du ZCL et on va recevoir dans un instant Olivia Miat pour l'association Gym en forme et fitness et Madame Catherine Cadreau, donc, qui est là pour nous parler de l'UMI et du syndicat patronal, notamment concernant les bilans et perspectives pour 2026. Bonsoir, mesdames, puisqu'on est déjà, on a passé midi. Alors, on va commencer par Madame Miat, qui va nous parler de ses activités, notamment autour des seniors, qui sont à l'honneur, parce que c'est important. Un programme qui est axé sur le sport, mais pas que. C'est ce que vous faites avec l'association. Est-ce qu'on peut rapidement définir l'association, où est-ce qu'elle est implantée, qu'est-ce que vous faites? D'accord. Donc, notre association, qui existe depuis 2017, est implantée à Morne-à-l'Eau, mais en fait, nous sommes sur toute la Guadeloupe et les dépendances. D'accord. C'est-à-dire que nous intervenons tant bien qu'aux Saintes, mais aussi qu'à la Désirade ou à Marie-Galante. Et notre principal public est le public senior. Car comme on le sait, on est une population vieillissante. Bien sûr. Mais ce n'est pas vieillir, rester chez soi et ne pas avoir d'activité, s'ennuyer, non. Les seniors d'avant, comme je les appelle, les jeunes de 60 ans et plus, maintenant on est actifs. On cherche à vivre, à profiter, à s'épanouir.
Donc, alors, vous proposez plusieurs choses et notamment donc, des conférences. Bon, là, précisément, je pense que dans l'année, vous avez des activités essentiellement sportives, c'est ça? Alors, on a nos activités sportives qu'on a à l'année, mais tout au long de l'année, on a aussi d'autres activités. C'est-à-dire qu'on aura des ateliers que l'on va mettre en place, comme par exemple ce samedi 31 janvier, voilà, on a la journée J'ai à mémoire pour Grand Moon. Oui. Donc, c'est la deuxième édition. À Morne-à-l'Eau, c'est ça? À Morne-à-l'Eau, voilà, la salle de l'Étoile. Donc, c'est toute une matinée où on se met bénévolement à disposition de nos aînés pour qu'ils puissent faire travailler leurs différentes mémoires. Parce qu'on a plusieurs mémoires et quand on n'est plus en activité professionnelle parfois, ben en fait, il y a certains petits oublis. Oui. Parce qu'on a la mémoire de travail qui ne dure pas longtemps, on a la mémoire des émotions, on va se rappeler quand j'ai fait ma première communion, etc. On a la mémoire des sens, en tout cas sentir le bon, l'odeur, peut-être à Sika, Coco, à Bernadette, etc. Ouais. On a aussi la mémoire mécanique. On ne va pas réfléchir comment on s'assoit. Bien sûr. Mais ce sont des choses qu'on fait, mais automatiquement. Donc, pendant cette matinée, justement, on va associer tout ce qui est jeu traditionnel, mais aussi tout ce qui est basé autour de l'activité cérébrale pour stimuler les différentes fonctions cognitives. Parce que c'est justement ce lien, le fait d'avoir des activités qui va maintenir nos neurones, qui va justement permettre cette connexion et qu'on va rester suffisamment actif au quotidien. C'est une façon de combattre l'Alzheimer aussi. Ah ben aussi, on est actif. Clairement, voilà, parce que c'est ça. C'est une des problématiques dont vous parlez justement dans les conférences que vous avez. C'est ça. Donc, en fait, tout au long de l'année, on a prévu de faire différentes conférences, 2 conférences par mois sur différentes communes. Par exemple, on aura la Désirade, on aura Pointe-à-Pitre, les Abîmes, on aura aussi également Morne-à-l'Eau, ainsi que d'autres communes, où là, ce sont des professionnels, voilà, qui vont venir pendant une matinée faire pas des conférences, juste parler, mais ce sera vraiment un échange. C'est-à-dire qu'on aura... On peut poser des questions, avoir des cas concrets, etc. Parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir ressortir, de choisir en fait l'atelier que l'on souhaite faire, par exemple, soit sur le numérique, mais peut-être avec le généalogiste, parce qu'on a des problèmes de succession, on ne sait pas comment, vers qui se diriger, ou peut-être aussi vers la conseillère en fiscalité qui pourra nous aiguiller sur comment remplir sa fiche. Donc, c'est pratique en même temps. C'est ça, voilà. Donc, c'est vraiment des ateliers qui vont se répéter 2 ateliers par commune, par mois, où justement, nos aînés pourront venir. Et l'objectif, c'est qu'on puisse répondre à leurs attentes. Pas qu'ils puissent faire un atelier où l'intervenant va parler pendant 1 heure, 2 heures, mais ils ressortent de l'atelier, on a toujours les mêmes questions. Voilà. Mais là, vraiment, ils sauront où se diriger. Et en même temps, comme on est présent sur tout le territoire, on pourra aussi les aiguiller vers les autres activités que l'on a sur les autres communes, qui peut-être, je ne sais pas, peut-être ce sera de la couture, ça peut être de la marche nordique, ça peut être un atelier de gym-mémoire. Mais vraiment, on essaie d'être complémentaires sur pas mal de choses pour que nos aînés soient bien encadrés. D'accord. Donc là, vous avez un programme sur, on va dire, les 4 prochains mois. Et spécifiquement, donc, le 11 février, c'est à Morne-à-l'Eau. C'est ça. Donc, on a le 11 et 25 février à Morne-à-l'eau. Et le mois d'après, ce sera la commune de Pointe-à-Pitre, aux mêmes dates, le 11 et 25 février, en matinée. Voilà. Donc, ça se passe où? Donc, à chaque fois, c'est un lieu différent. Voilà, c'est-à-dire que sur Morne-à-l'Eau, la salle de l'Étoile, à Pointe-à-Pitre, normalement au centre social à Pointe. Aux Abîmes, on aura après Taonaba, l'espace de d'accueil de Taonaba. À la Désirade, nous serons avec l'association de Bémao, justement, Thirivière. Et nous aurons aussi, voilà, à chaque fois, on sélectionne... Et donc, à chaque fois, des professionnels en lien avec la thématique pour pouvoir répondre aux questions. Voilà, il y aura aussi des médecins qui seront là pour justement aborder cette thématique de la maladie d'Alzheimer. Mais aussi, on aura un volet sur les aidants familiaux. Parce que c'est très important. Il y a eu, il n'y a pas longtemps, un reportage où justement puis, on a reçu des personnes aussi, des associations. Ils sont laissés pour compte où ils pensent beaucoup à aider, mais pas suffisamment à prendre soin d'eux. Donc là, justement, il y a ce volet pour pouvoir les accompagner. D'accord. Et ça, c'est gratuit? Ça, c'est gratuit. Donc, nous... Les conférences sont gratuites? Toutes les actions que l'on met en place sont gratuites parce qu'elles ont été subventionnées. Donc, on a répondu soit un appel à projet, soit de nous-mêmes, comme pour celle des conférences du 11 et 25. On a créé, en fait, des concepts où, justement, on a reçu des subventions qui nous permettent de mettre à disposition ces activités. Donc c'est vraiment au service de la population. Exactement. Donc, une chose très importante aussi, c'est qu'on a les visites de courtoisie qui vont bientôt se mettre en place à partir du mois de mars pour les personnes isolées. C'est-à-dire
qui sont peut-être seules chez elles, qui ont certains handicaps ou pathologies qui ne permettent pas de participer aux ateliers. Donc là, ce sera le médecin qui viendra ou ce sera la diététicienne qui viendra à domicile de la personne. Okay. Si cette personne, par exemple, elle aime faire du Scrabble, mais la personne avec qui faire du Scrabble, il y aura un animateur diplômé, qualifié, qui aime aussi déjà ce qu'il fait, qui viendra passer un temps avec cette personne. C'est super pour rompre l'isolement, en fait. Voilà, c'est ça. Elle a droit à 10 visites. Et sur nos autres ateliers que nous faisons, nous mettons aussi en place le transport. Parce que, par exemple, certains peuvent vouloir faire une activité, mais n'ont pas les moyens de se déplacer. Exactement. Donc, évidemment, c'est un professionnel qu'on va prendre pour faire les trajets, mais si sur un groupe de 15 personnes, il y a peut-être 5 qui n'ont pas de moyens, on mettra en place un transport pour passer les récupérer et les amener aux ateliers et les ramener chez elles. Donc, comment on fait pour bénéficier de tout ça, en fait? Parce que ça a l'air tellement extraordinaire que tout le monde a envy de pouvoir faire ça. Voilà. Donc, en fait, on peut contacter l'association, la secrétaire au 06 91 27 19 13, la secrétaire Carole. Et là, en fait, elle va demander à l'interlocuteur quelle est sa commune de résidence. Et en fonction de sa commune de résidence, on lui dira quels sont les ateliers qui sont en cours. Mais en fait, ça veut dire que sur toute la Guadeloupe, on peut avoir accès à ça, en fait. Oui, pas forcément les mêmes au même moment. Par exemple, sur Petit-Bourg, là, ils ont eu un atelier de sport santé. Ils ont eu alimentation, bien vieillir. Là, ils vont passer en gym équilibre. Peut-être que sur Basse-Terre, là, ils ont eu gym mémoire, mais ils vont passer tout à l'heure à autre chose. Donc, en fait, tout au long de l'année... C'est un atelier tournant, en fait. C'est ça. C'est-à-dire, les ateliers durent entre 5 semaines et 3 mois. Donc, ça dure quand même dans le temps. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir perdurer, que justement, cette personne qui sort de l'isolement constate que ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien de sortir, elle est plus souriante, elle voit du monde, et que finalement, c'est de sortir de l'isolement et de trouver justement un lien d'insertion pour qu'elle puisse continuer à rester active. C'est super. En tout cas, bravo pour l'initiative. Et j'espère que les personnes qui sont concernées pourront en bénéficier, puisque les seniors, c'est quand même une grande part de la population. Tout le monde qui est retraité. Tout le monde qui est retraité. Peu importe le régime social. Peu importe ce qu'on touche à la fin du mois. On ne regarde même pas ça. On ne regarde pas. Et la dernière petite chose, donc justement, j'ai créé le livret. C'est Dégoudi à mémoire. D'accord. Livret pour Grand Monde. Dégoudi à Grand Monde, le livret de gym mémoire et d'activité physique qui n'existait pas. Et où j'ai fait appel à un illustrateur guadeloupéen pour nous illustrer, on est vraiment fort en Guadeloupe, faut dire ça. Non, franchement, quand je vois ça après, non, pour nous illustrer un livret sur l'activité physique, mais aussi sur tout ce qui est gym mémoire, voilà, activité cérébrale, pour nous permettre d'évoluer. Donc, comment on fait pour avoir ce livret? En fait, quand on termine nos ateliers de gym mémoire, je remets à la personne ce livret. D'accord. Parce qu'on s'est vu pendant 3 mois, mais peut-être qu'elle aura certains oublis sur ce qu'on a vu. Et de cette manière, elle aura des exercices sur comment faire son activité physique, les bons gestes. Et aussi, dans ce livret, il y a des illustrations locales. Donc, par exemple, on aura la petite shopping, on aura la tête marée, ou la petite comment on dit ça, qu'on faisait les cafés avant. Donc, c'est vraiment des éléments pour qu'en fait, on puisse se retrouver. On n'aura pas un livre qui n'a rien à voir avec notre actualité. D'accord. Voilà. Et ce livre est offert à chaque participant à la fin de chaque atelier. Donc, je l'ai conçu avec l'accompagnement de 2 autres personnes, M. Colo et Mme Roumine. Et justement, ça nous permet d'avoir un support qui concrétise justement ce qu'on fait. D'accord. C'est pour ancrer, en fait, tout le processus. La personne sait qu'elle l'a. Comme je leur ai dit, quand vous avez déjà lu, relu, 50 fois lu, vous savez, au lieu de le mettre à la poubelle, il y a peut-être quelqu'un à qui ça servira. Complètement. Donc, on le passe à quelqu'un. Oui, c'est super. Je pense qu'il faudrait même le diffuser de façon... Il est gratuit. Ouais. Pour tous ceux qui font l'atelier, j'ai mémoire. Il est gratuit. Et l'atelier coûte combien? Il est financé, la personne ne paie rien. Ah, très bien. Voilà. Donc, tous ceux qui participent à nos ateliers, ils viennent juste eux et eux. Mais qui vous finance? Donc, on a différents financeurs. Donc, ça peut être la Caisse générale de sécurité sociale, ça peut être le département, ça peut être la CGRR. En fait, nous, comme je dis, on ne répond pas qu'à des appels à projets, mais aussi on crée nos propres projets. Où justement, on essaie d'aller après chercher vers des institutions pour qu'elles puissent nous accompagner. Et comme elles voient que ça fonctionne, qu'on s'investit et qu'on aime ce qu'on fait, et que derrière, il y a les comptes rendus qu'on rend et qu'effectivement, la population répond. En fait. Et lors des questionnaires, même des interviews qu'on fait, qui voient que la population est satisfaite, il n'y a pas moyen
Ça ne peut que grandir, en tout cas. Merci pour... Les municipalités adhèrent. Donc, les municipalités, certaines municipalités, en termes de, vous parlez de subventions, en termes aussi d'activité, parce que... Même des salles mises à disposition. C'est toute la Guadeloupe qui a besoin. Oui, c'est-à-dire que nous, on fonctionne avec les municipalités. Donc, certains services fonctionnent, d'autres ne fonctionnent pas. Donc, quand certains services, ça ne fonctionne pas, ben, on passe par un autre moyen, par une association. S'il faut qu'on aille faire un spot ou diffuser autrement, donc... Voilà. Bon, Madame Miat, je pense que tout le monde a pris acte. On va laisser redonner le numéro de téléphone. Je pense que ça, c'est important parce que c'est pour tous nos seniors et c'est vraiment important de donner les informations. Alors, numéro de téléphone. Donc, 06 91 27 19 13. La secrétaire Carole. Alors, on a dit 31 janvier, c'est la prochaine journée. J'ai à mémoire. Donc, ça, c'est à Morne-à-l'Eau. Ce samedi, et c'est à partir de 9h. Bon, 9h comme ça permet de se rapprocher déjà de l'association et d'avoir accès à toutes les autres Voilà, c'est ça, pour qu'on peut leur diffuser tout notre panel. Merci en tout cas, et bravo pour ce que vous faites. Merci. Je pense qu'on en a besoin. Oui. On va parler de toute autre chose, mais aussi important, un secteur clé qui est de l'économie, hôtellerie, restauration. Voilà, c'est vraiment un secteur... porteur. Alors, on va faire un bilan avec Madame Cadreau de ce qui a été positif, négatif et voir les perspectives pour 2026. Alors, comment se porte le secteur en Guadeloupe? Alors, tout d'abord, c'est une économie, c'est une industrie touristique. Donc, le secteur, il est présent. Il est peut-être insuffisant pour le moment pour participer un petit peu à notre développement économique. Mais c'est une filière que nous sommes en train, en plus, de faire évoluer. Elle a toujours été présente. Maintenant, il nous faut une meilleure prise de conscience pour qu'on prépare notre attractivité et notre fréquentation. Mais sachez que le tourisme, il a été qu'à un cas sur l'année 2025. On n'a toujours pas retrouvé la fréquentation de 2009, c'est-à-dire d'avant Covid. Donc aujourd'hui, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de préserver les acteurs du secteur, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur entreprise, qu'ils ne ferment pas, qu'on protège les emplois, parce que c'est un bassin d'emploi, que vous soyez diplômé, non diplômé, mais vous avez toujours des ouvertures sur cette filière. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est justement de promouvoir et de développer davantage l'industrie touristique de la Guadeloupe. Ok, alors qu'est-ce qui fonctionne déjà en Guadeloupe? On va partir sur le positif. Ah mais non, faut pas me parler de ce qui fonctionne. Tout fonctionne. Tout fonctionne, tout fonctionne, mais tout ne fonctionne pas, comme je dis, à 100%, et puis ne fonctionne pas 365 jours dans l'année. L'objectif aujourd'hui pour le tourisme, c'est que nous arrivions à en vivre 365 jours, et non pas sur des périodes que nous appelons haute saison, basse saison. Non. Arrêtons la saison, essayons de préparer notre territoire à être attractif toute l'année, aussi bien par le biais du transport, qui est le premier point qu'il nous faudra vraiment améliorer, et puis après professionnaliser nos acteurs et professionnaliser aussi nos jeunes et tous nos étudiants qui sont dans le secteur. Alors, quelles sont les principales difficultés? Est-ce que c'est les coûts? On a parlé de transport, c'est quand même un volet important. La main-d'œuvre, est-ce qu'elle est suffisamment qualifiée? Est-ce que, au niveau des charges, tout ce qui est charges sociales, est-ce que c'est trop lourd pour les entreprises? Quels sont les défis essentiels, on va dire? Alors, le premier défi que vous venez de dire, pas de transport, pas de tourisme. Donc, il est certain que l'aérien, le maritime, et on parle beaucoup de ceux qui arrivent, mais on parle aussi de la circulation des populations sur notre propre territoire. Donc, améliorer la mobilité interne, non seulement pour la population, mais pour les touristes qui viennent nous visiter. Deuxièmement, le transport aérien, c'est un combat de longue haleine. Il y a des taxes européennes. Il faudrait qu'on demande à nos élus, c'est eux qui nous mènent le combat. Nous, les économistes... nous leur apportons Ça veut dire qu'ils ne le mènent pas suffisamment, preuves. En fait? Pardon? Est-ce qu'ils ne le mènent pas suffisamment? Parce que, concrètement, on n'a pas... Alors, ils font un travail. Ils font un travail qui est un travail de développement, c'est-à-dire rechercher des marchés supplémentaires. Mais notre premier marché étant la France, nous avons deux soucis avec ce marché. C'est qu'il est à 88% celui qui remplit nos différents hébergements.
Parce que quand on parle de tourisme, on parle sur l'hébergement, il faut loger les gens. Après, ils vont profiter de tout ce que propose le territoire. Et puis, la question la plus importante, c'est que quand il y a un projet comme celui-là qui est aérien, eh bien, il faut aller chercher non seulement la clientèle française, mais la clientèle, il faut diversifier. Et donc, on va chercher des compagnies hautes qui nous soutiennent, qui soutiennent les élus. Il y a le marché canadien qui est en train de s'ouvrir. Voilà, le marché canadien s'ouvre avec un travail extraordinaire que le CTIG a mené pendant une année. Et sur deux aéroports importants, Montréal et Toronto. Toronto, c'est pour davantage attirer la clientèle américaine. Et je pense que il y a une ouverture qui va se créer à ce moment-là. Mais déjà, il faut améliorer aussi le transport français, puisque je vous dis que c'est 80% à 88% de notre clientèle. Donc, c'est vrai aujourd'hui que les gens, une fois qu'ils ont payé le billet, eh bien, sur le territoire, il faut qu'ils puissent continuer à dépenser, parce que le but du jeu, c'est que nous le fassions venir. Est-ce qu'il y a la structure vraiment, justement, pour que l'argent... oui, tous nos commerçants, de tout ordre, qu'ils soient le loueur de voitures, qu'ils soient l'artisan, qu'ils soient le restaurateur, qu'ils soient les sites et toutes nos expositions, toute la culture que nous avons. Mais vous savez que l'industrie touristique touche tous les corps. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on inculque à la population. Vous savez, une population, par exemple, madame parlait des personnes âgées, mais ça peut très bien intéresser des groupes de personnes âgées d'ailleurs de venir découvrir son travail, son histoire, parce que quand elle rappelle ça à nos anciens, eh bien, c'est aussi notre histoire, c'est notre vécu. Donc, tout est lié. Vous ne pouvez pas savoir la ramification qu'il y a quand on fait du tourisme. Mais justement, par rapport à ça, est-ce qu'il y a une vraie vision globale pour renforcer l'attractivité? Est-ce qu'il y a une vision globale du tourisme de façon générale? Oui, je crois qu'aujourd'hui, on est davantage mobilisé. Vous savez qu'on a eu quelques déboires il y a des années de cela. Tout ça s'est terminé. Je crois que tout le monde s'investit. Maintenant, il faut l'organiser, il faut le structurer. Et une fois que nous aurons structuré tout ça, ça ira mieux. Et puis, on a un petit territoire. Vous savez, hier, j'ai assisté à une émission où on nous comparait à la République dominicaine. Donc, il y a une sénatrice de la Martinique, d'ailleurs, qui a dit « Ne comparez pas 1100 mètres carrés, 1300 mètres carrés avec des distances beaucoup plus importantes que la République dominicaine. Vous faites la Guadeloupe, vous faites un tour, vous l'avez vu. Vous ne faites pas la République dominicaine en un tour. » Donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut c'est retrouver un schéma touristique qui prend en compte notre environnement et que ce soit accepté aussi par les différents services de l'État et qui nous accompagnent. Vous avez parlé tout à l'heure de coûts. Oui, effectivement, les coûts, c'est important sur un petit territoire comme le nôtre. Vous savez, quand vous avez des charges sociales, quand vous avez des charges fiscales, quand vous avez des bailleurs, quand vous avez de la concurrence déloyale aussi, n'oublions pas de dire ça, eh bien, l'investissement commence à devenir lourd et il ne faut pas rêver. C'est un beau métier, c'est un très très beau métier, mais qui demande beaucoup de passion, beaucoup d'investissement personnel. Donc, vous savez, quand vous avez bien travaillé et que, derrière, vous voyez arriver vos factures, vos charges et tout le reste qui pénalise un petit peu, ça finit comme peau de chagrin et ça peut aussi démobiliser. Mais bon, on a une période quand même d'amortissement qu'il faut que tout le monde accepte, c'est-à-dire que quand on crée un produit, il n'est pas rentable dans la minute, il est rentable dans 5 ans. Donc, notre rôle à l'UMI, à l'Union des métiers de l'industrie de l'hôtellerie, c'est justement d'accompagner tous nos acteurs économiques qui sont dans ce secteur pour qu'ils soient des super gestionnaires et qu'ils en vivent de leur métier. Comment vous accompagnez justement? Eh bien, on a une assistance sociale. D'accord. Donc ça, c'est hyper important, c'est-à-dire tous les textes qui sortent sur l'emploi, la formation, on communique avec nos adhérents. On a un accompagnement juridique, c'est-à-dire pareil, toutes les lois et toutes les médiations qu'il faut avoir, donc c'est chez nous que ça se fait. On fait de la formation aussi. Et puis tout ce qui est sécurité, vous voyez, vous venez de voir qu'on a fait un communiqué concernant la sécurité, parce que recevoir du public, c'est un risque. Donc il faut non seulement être vous-même aux normes, mais aussi les gens qui y travaillent, pour qu'ils puissent accompagner ceux qui sont entre eux. Donc normalement, aujourd'hui, sur un territoire comme le nôtre, on a déjà identifié les différents freins de notre activité et on aimerait qu'on nous accompagne au moins pendant 10 ans, c'est ce qu'on proposait hier, au moins pendant 10 ans, pour nous permettre de souffler
et de relancer notre activité. Donc, c'est des mesures que vous attendez des pouvoirs publics? Eh bien oui, c'est ce qu'on essaye de faire passer, et puis en parler avec nos élus, trouver des pistes aussi. Bon, même si la France est en grande difficulté, mais notre objectif aussi, c'est de permettre aussi aux acteurs d'honorer aussi, vous savez, leur responsabilité financière et sociale. Ça, c'est dommage à dire, mais c'est le premier département que l'on met en général en stand-by pour pouvoir continuer son activité, mais ne pas le faire aussi, c'est freiner les investissements. Puisque si vous n'êtes pas à jour de vos cotisations sociales et fiscales, vous ne pouvez pas non plus accéder au marché, vous ne pouvez pas vous développer. Donc, nous, aujourd'hui, à l'UMI, l'objectif pour nous, à l'UMI et au MEDEF, puisque moi je suis en charge aussi du tourisme au MEDEF, il faut savoir que nous, ce que l'on veut, c'est que nous reconnaissions que c'est une économie porteuse pour la Guadeloupe, et deuxièmement, que nos jeunes s'y intéressent davantage, qu'ils ne voient pas le frais. Vous savez, je ne veux pas travailler le week-end, je ne veux pas travailler le soir. Il faut qu'ils se disent que c'est un métier de rencontre, c'est un métier de culture. Vous savez, quand vous êtes dans ce métier-là, vous rencontrez de tout. On rencontre la presse, c'est content, des personnalités du monde politique, économique, culturel. En fait, qu'il y a une vraie vision. Et ça vous permet de créer un personnage, parce que dans ma mission à moi, c'est justement de permettre aux gens de s'épanouir en faisant ces métiers. Donc concrètement, pour 2026, on va dire, la perspective, elle est d'aller vers plus de formation, plus d'attractivité, c'est ça? D'être de plus en plus proche des acteurs, pour que non seulement leur apporter de, comment dirais-je, des éléments complémentaires de, je dirais, c'est pas de la formation, mais de la structuration dans leur organisation, et puis aussi nos jeunes, faire en sorte qu'ils s'intéressent à ces métiers et qu'ils aillent travailler. Parce qu'il y a un mot qu'on ne dit pas souvent, c'est le travail. Or, vous savez, même si vous faites un travail comme celui-là, il faut que tout le monde comprenne qu'il faut les payer correctement. Ça, je tiens à le dire. Il faut qu'on les paye correctement. Et pour les payer correctement, eh ben, il faut que l'entreprise puisse aussi embaucher. Donc, notre objectif à nous aujourd'hui, c'est ça. C'est permettre à nos investisseurs, aux acteurs du tourisme, de rentabiliser leur investissement, de pouvoir embaucher en toute sécurité. Donc, on travaille aussi avec les lycées hôteliers et les centres de formation. D'ailleurs, nous avons un centre de formation qui s'appelle l'UMI-Formation, donc qui apporte du perfectionnement aussi bien aux adhérents qu'à des salariés. Et puis, comment dirais-je, en plus de la formation, on travaille aussi avec le comité du tourisme et la région Guadeloupe pour justement promotionner notre savoir-faire et notre territoire, c'est-à-dire tout ce que nous faisons sous la Guadeloupe. Il faut savoir le sortir. On aura la route du Rhum bientôt. Il faut qu'on se mobilise pour que le territoire soit accueillant, soit soit prêt à accueillir, et que les commerçants, qu'ils soient du tourisme ou pas, puissent bénéficier de cet événement, je dirais, presque destination Guadeloupe. Donc pour nous, c'est un outil aussi de promotion de la destination Guadeloupe. Donc notre objectif, il est là. Oui. En fait, par rapport à ce que Madame indique, c'est vrai que moi, je connais pas mal de personnes où on a eu une difficulté sur cette dernière année, où on n'a pas eu de contrat aidé qui ont été renouvelés. Mais, enfin, voilà. Mais pour la Guadeloupe... C'est-à-dire que... La Martinique, on a. Le MEDEF a essayé de défendre cette cause, pour ne rien vous cacher. On la défend depuis de nombreuses années, où on dit à l'État qu'il faut aider les entrepreneurs à embaucher. Donc, ils ne sont pas anti sur l'alternance. Ils ne sont pas anti sur les contrats pro. Ils ont mis autre chose en place. Mais l'objectif pour nous, en tant qu'union des entreprises de Guadeloupe, c'est de permettre aux entreprises de pouvoir les prendre aussi. Parce que ça a un coût, c'est pas gratuit. C'est jamais gratuit, en fait. C'est pas gratuit, mais c'est ça aujourd'hui. Et donc, les contrats aidés, on les a sollicités. On avait fait le pacte il y a 2-3 ans. Ils n'ont jamais voulu le renouveler parce qu'on avait un super pacte et ça avait permis justement d'embaucher beaucoup de monde. Et puis, il y a des secteurs que nos jeunes aussi doivent se dire que, vous savez, le marketing, le commercial, tout ça, c'est pas permanent. Nos métiers sont permanents. Vous rentrez sur un poste de petite catégorie, mais vous savez très bien que par votre compétence et votre implication, vous pouvez terminer cadre, même manager. Donc, cadre intermédiaire, cadre. Et puis voyager, c'est un métier qui vous ouvre des portes.
Donc, vous avez raison, dans les contrats aidés, il faut qu'on les maintienne et on se bat pour ça. Mais ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut permettre aux entreprises de les recevoir. Et je crois que c'est un peu ça la difficulté. Et ne pas pouvoir embaucher à l'extérieur. C'est-à-dire que mon objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les jeunes Guadeloupéens récupèrent tous les postes qui existent. Ouais, Guadeloupe au Guadeloupe. Ils peuvent partir après ou ils peuvent revenir, ils peuvent aller faire une expérience extérieure, je ne serai pas contre. Mais je vous dis sincèrement, il faut que nos jeunes aujourd'hui puissent travailler sur le territoire et ce métier-là, cette filière-là, cette industrie-là le permet. Bon, on va rester sur ces bonnes paroles parce que j'espère qu'elles seront entendues par une majorité de nos jeunes de rester ici et de faire avancer le territoire ensemble. Tout à fait, il faut soutenir tous ces jeunes qui sont dans ces métiers-là. C'est pas facile, c'est pas un métier facile, mais quand vous êtes bien formé, je vous assure que vous pouvez en vivre. Aujourd'hui, j'accompagne quelqu'un qui a des années de restauration personnelle, c'est un restaurant familial. Mais vous voyez, elle a encore la personnalité qu'il faut dans son restaurant. Et les gens viennent non seulement pour sa carte, mais viennent aussi pour elle. Donc, quand vous avez des anciens comme ça qui nous montrent l'exemple, eh ben, il faut aussi que les jeunes vivent ça. Il faut qu'ils le vivent. D'accord. Bon, ben merci en tout cas, mesdames, pour ce dynamisme. On sent qu'il y a une vraie passion à la fois dans l'accompagnement des seniors. On rappelle, 31 janvier, à Morne-à-l'Eau, c'est à la salle de l'Étoile, avec l'association Gym en forme et fitness, et avec Madame Cadreau, oui. Et on a la semaine des métiers du tourisme qui commence la semaine prochaine. Ah ben, il faudra Donc revenir. l'ouverture, c'est le 3. L'ouverture, c'est le 3 février. Le 3 février au lycée hôtelier. Donc on incite tous les chômeurs, toutes les personnes en recherche d'emploi, tous les jeunes, à participer aux différents ateliers qui vont se mettre en place pour leur présenter les métiers. D'accord. Voilà. À partir du 3 février, et ça va durer jusqu'au mois de mars. Donc on a le temps de faire des actions avec eux, on a des restaurants éphémères, on aura des ateliers, on aura des conférences. Il faudra revenir pour en parler. Donc si les gens veulent faire ce métier-là, on est là. Notre pause publicitaire, mesdames. Merci beaucoup en tout cas d'être venus. Et on revient dans un instant, on va changer d'ambiance, on va parler de décisions judiciaires et de placement d'enfants. De retour sur le plateau du ZCL, on va tout de suite enchaîner avec notre chroniqueuse, donc Nathalie Jacobi-Kouali, pour sa chronique. C'est à vous, maître. On lance le générique. Et donc aujourd'hui, on va parler de placement d'enfants par décision judiciaire. J'imagine que c'est une mesure qui est lourde de conséquences et qui est souvent mal comprise. Donc, dans quel cadre déjà s'installe cette décision de placement ? D'accord, donc déjà bonjour Iman. Bonjour. Direct, alors, on commence. Alors effectivement, c'est une décision qui est lourde de conséquences. Alors dans quel cadre on se situe ? On se place dans un cadre exceptionnel parce qu'effectivement, quand le juge décide de placer un enfant, il va le faire parce qu'effectivement, l'enfant dans son milieu actuel l'expose à un danger. Donc ce danger peut être par rapport à sa santé physique, sa santé mentale, ça peut être également dû à une sécurité matérielle, à sa moralité ou à l'éducation. L'éducation, ça peut être aussi parce que par exemple, des fois, l'enfant n'est plus scolarisé. Et donc effectivement, sa scolarité est exposée. D'accord, donc comment justement on peut demander ce type de placement ? Alors, on devra faire une demande. Donc cette demande, elle peut émaner du procureur de la République, elle peut émaner des parents ou de l'un des deux parents, et elle peut également émaner si par exemple l'enfant est déjà placé chez quelqu'un, et de l'enfant lui-même. De l'enfant lui-même Oui, aussi. Oui, ça arrive que l'enfant de lui-même, il va effectivement faire un signalement, et par rapport à sa demande, il pourrait être placé. Donc, en fait, quand on parle de risque, ça veut dire risque de mise en danger, c'est ça ? C'est ça, c'est que l'enfant, en fait, par rapport à sa situation, dans son milieu actuel, il y a un danger qui l'expose. Donc, ça peut être, par exemple,
des agressions sexuelles, ça peut être également par rapport psychologique, ça peut être également par rapport à des agressions verbales, tout ça, ou comme je l'indiquais également par rapport à sa scolarité. En fait, il y a un danger qui existe dans sa situation actuelle. Et il faut le protéger, c'est surtout ça, il faut protéger l'enfant. D'accord. Et donc, quelle formalité il y a lieu d'avoir justement pour prendre cette décision de placement? Alors, il faudra saisir le juge des enfants par la voie d'une requête, d'accord? Donc effectivement, la requête, comme je l'ai indiqué, elle pourra émaner des parents, de l'un ou l'autre des parents. Elle pourra également émaner, si effectivement l'enfant est déjà placé par une institution, de la personne également qui a l'enfant avec lui, s'il est placé par un tiers de confiance, et elle pourra émaner de l'enfant lui-même, et également le procureur également pourra saisir le juge des enfants pour ce placement. Donc l'enfant, on parle d'enfant jusqu'à quel âge à peu près? On est mineur jusqu'à 17 ans. 17 donc après ans, 18 ans, on est majeur. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que l'enfant lui-même peut faire cette démarche, mais je veux dire... En fait, généralement, quand c'est l'enfant qui fait la démarche, c'est qu'il y a eu un signalement. Ça peut être à l'école. Ou également, maintenant, les enfants, ils sont très informés. Ils écoutent beaucoup l'actualité, ils sont connectés. Donc après, des fois, les enfants, ils recherchent. Et puis, l'enfant de lui-même peut très bien envoyer un courrier au juge. Ça arrive. Ça arrive. Donc, oui, parce qu'effectivement, les enfants, ils sont de plus en plus informés. Même à l'école. À l'école, on les informe aussi de l'endroit. Donc, oui, il pourra faire un signalement par la voie de son école. Et effectivement, et de là, le juge des enfants sera informé de la situation. Donc, qui doit être tenu justement informé de cette procédure? Alors, les parents, si... Justement, ce n'est pas eux qui ont fait la demande. Donc, les parents devraient être informés justement de ce signalement. Et également, si l'enfant est placé par un tiers de confiance ou par une institution, devront être informés également de cette procédure. Comment se déroule cette procédure, l'audience, la suite, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Donc, il faut savoir que le juge des enfants va convoquer les parties. Donc, l'enfant saura s'il est dans un âge où, effectivement, il peut s'exprimer librement, s'il a l'âge de raison, d'accord? Donc, généralement, même quand il est... Après, les juges des enfants, ils ont l'habitude, donc ils sont assez pédagogues, mais si, effectivement, l'enfant, il a 1 an, 2 ans, on ne peut pas l'entendre. Mais quand, effectivement, l'enfant, il est en âge de pouvoir s'exprimer, il sera déjà entendu seul, d'accord? Donc, le juge va l'entendre seul, et ensuite, il va entendre, effectivement, les parents seront également convoqués. Il va entendre les parents et ils seront informés effectivement de la mesure aussi qui sera prise par le juge. Parce qu'il faut savoir que dans ce type de procédure, le juge est très pédagogue. Parce qu'effectivement, c'est une décision qui aura un impact dans la vie effectivement de la famille. Donc le juge explique sa décision lorsqu'effectivement il la prend. D'accord. Et donc, on peut aussi avoir des mesures d'urgence à prendre? Oui, en fonction de la situation. Donc effectivement, le juge, avant de rendre cette décision, peut très bien faire déjà en amont un placement de l'enfant, si effectivement la situation le nécessite. Et est-ce qu'on peut faire appel à ce type de décision? Oui, heureusement. Oui. Donc oui, on peut faire appel. Donc le délai d'appel est assez court, à compter du moment où la décision va être notifiée aux parties. Donc il y aura un délai de 15 jours pour faire appel. D'accord. Donc les parents pourront faire appel dans un délai de 15 jours, effectivement, et puis si l'enfant il est placé ou l'institution... Donc on est placé pendant une durée de temps... Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que la mesure dure, généralement, elle va durer maximum 2 ans, mais généralement elle va durer 18 mois, voire 1 an, parce qu'en fait le juge il aime bien faire le point chaque année sur ce qui s'est passé. D'accord, parce que c'est quand même une mesure qui est quand même assez lourde. Et comme je vous ai dit, c'est une mesure qui est... Il y a un accompagnement des familles, il y a quelque chose qui est fait pendant ce Tout à fait, parce que c'est une mesure exceptionnelle. D'accord, parce que c'est vraiment en dernier recours qu'on place l'enfant. Parce que généralement, s'il y a la possibilité, on peut aider les parents par rapport à leur situation en désignant un éducateur qui va fixer un calendrier et qui verra les parents pour pouvoir les aider dans leur rôle parental. D'accord. Après, concernant la mesure, donc il faut savoir que l'enfant, il peut être placé chez l'un ou l'autre
des parents, d'accord. Enfin, si effectivement il réside chez la mère et c'est là qu'effectivement que le dossier s'expose, il peut être placé justement chez le père. Il peut être également placé chez un tiers de confiance. Donc le tiers de confiance, ça peut être un ami, ça peut être un parent, mais c'est pas obligatoirement un membre de la famille, d'accord. Mais ça peut être un membre de la famille, comme il peut être placé effectivement par le conseil par le conseil départemental d'assistance éducative, qui pourront après ensuite par la suite le placer effectivement dans une famille d'accueil, d'accord. Et donc effectivement les parents pourront être accompagnés dans la mesure où, même si effectivement l'enfant ne résidera plus chez ses parents, on pourra fixer un droit de visite et d'hébergement. C'est en médiation que ça se passe également, ça dépend, parce que ça dépend de la situation. Soit effectivement, on peut fixer un droit de visite et d'hébergement, c'est-à-dire que le parent pourra récupérer l'enfant le week-end, l'enfant pourra retourner chez lui le week-end. Ou également, on peut fixer un droit de visite médiatisé dans le lieu où se trouve l'enfant, parce qu'au regard de la situation, il y a encore des choses à voir et on ne peut pas encore laisser l'enfant tout seul en contact de ses parents. Donc ça va dépendre de la situation. C'est au cas par cas, c'est ça. Et c'est pour ça qu'au terme, effectivement, comme les mesures sont prises généralement pour un délai de 18 mois, 2 ans, voire 1 an, généralement c'est 1 an, chaque année, en fait, le juge fait le point et effectivement on regarde si lorsqu'on a fixé ce droit de visite et d'hébergement, est-ce qu'il a été respecté, est-ce que les parents ont vu l'enfant, comment ça se passe, même au niveau scolaire, après il y a un suivi, est-ce qu'au terme de la mesure on la lève, c'est-à-dire qu'on estime qu'aujourd'hui il n'y a plus de danger, l'enfant peut retourner dans son milieu naturel, ou est-ce qu'il y a nécessité de la prolonger et de renouveler cette mesure. Donc ça on le voit au terme du premier délai. De la première décision. C'est ça. D'accord. En tout cas, merci de nous avoir donné ces informations sur le placement. Aussi, pour les personnes qui nous écoutent, ça donne des clés oui. Tout à fait, puis ça leur explique aussi la procédure, en fait. Tout à fait, parce que c'est pas une décision qui est anodine, et effectivement, ça les informe. Qui impacte des familles, en fait. Tout à fait. Merci Nathalie, on va, sans transition aucune, passer avec notre prochaine invité qui s'appelle Paul-Élisée Aglaé, donc chef d'entreprise qui a changé de trajectoire, figure inspirante, on va dire, de réussite. Ça a été la première femme d'affaires noire de France en 2005. C'est une reconnaissance qui permet de consacrer un parcours. Et là, on change de voie. On va kiffer la life. Tout à fait, oui. Alors, comment se fait... j'ai envie de parler de votre trajectoire avant d'entrepreneuriat. Est-ce que c'était votre voie? Est-ce que déjà cette première partie de vie, comment vous l'avez vécue? Déjà, est-ce que c'était ma voie? Je me suis posé la question parce que c'est la musique qui m'intéressait quand j'étais jeune, mais bon, à l'époque, c'était pas un métier. Donc, ma mère m'avait dit, mais c'est pas un métier. Donc, j'avais dû mettre ça de côté. Et c'est comme ça que, comme je raconte dans le livre, comment je suis arrivée chef d'entreprise, comment j'ai associé mon patron et j'ai quitté l'entreprise, j'ai démissionné pour montrer ma structure en Guadeloupe. Et donc, bien sûr, il y a toute une vie que je raconte dans mon autobiographie, avec les hauts, les bas, plusieurs entreprises que j'ai montées, dans la gestion et le recouvrement de créances, dans l'immobilier, dans l'agriculture que je fais en Afrique. Et puis, oui, au Togo plus précisément. Okay. Et puis, il y a eu tellement de choses qui se sont passées, puisque avec, comme je vous dis, des choses graves aussi, puisqu'on a intenté à ma vie il y a quelques années. Donc, beaucoup de choses, une vie bien remplie. D'accord. Donc, il était temps que je fasse un livre que j'ai sorti effectivement l'an dernier, Le Clair et l'Obscur, qui, voilà, ça fait 1 an déjà. Et effectivement, quand j'ai sorti ce livre, les gens venaient me voir, effectivement, je parlais beaucoup d'oser, de faire ce qu'on avait à faire, de franchir le pas et de ne pas... d'affronter ses peurs. Ouais. Et c'est vrai que... C'est challengeant quelque part de le faire. Parce que... Absolument, absolument. Et là, je me suis aussi regardée dans un miroir et je me dis, mais tu dis aux gens de faire, mais est-ce que tu veux vraiment faire depuis toujours? Tu ne l'as toujours pas fait.
Donc ça a été aussi, je me suis piqué moi-même, me dire, il faut que tu fasses, quoi. Tu peux pas dire aux autres de faire, et la musique qui te tient aux tripes depuis toujours, mais tu n'es pas franchi le pas. Donc je me suis dit, vas-y. Et c'est comme ça que j'en ai parlé à Frédéric Caracas. Et ce morceau, pas choisi le pire. Voilà, qui est un ami aussi. Donc voilà, et les choses. Mais j'étais alignée, je suis alignée, c'était le moment, et je suis très contente d'avoir sauté ce pas parce que c'était, je veux dire, c'est vraiment ce qui me manquait pour être vraiment accompli. Et voilà, c'est fait. Donc Paola Lisa. C'est ça. Change de nom aussi. En fait, quand on m'a dit... non, pas changement d'identité, mais c'est vrai qu'on m'a demandé, ça a été un peu spontané, j'ai pas trop réfléchi quel nom d'artiste. Alors moi, spontanément, par contre, c'est venu Paola parce que j'ai des documents, j'ai créé une SCI qui s'appelle SCI Paola, donc... Et bon, en même temps, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent Polo. Alors, on me dit Polo. J'ai dit, bon, ça fait quand même très masculin. Oui. Et j'ai plusieurs surnoms. Et puis, j'avais dit Paola. Après, quand on a fait des recherches, ils m'ont dit, il y a déjà une ou deux Paola. J'ai dit, bon, OK. Et ils m'ont proposé Paola Lisa. Donc, je n'ai pas réfléchi là aussi. J'ai dit, bon, OK, pourquoi pas. Okay. Donc, voilà, ça s'est passé un peu naturellement. Naturellement. Alors, on va peut-être avoir un petit extrait, je pense, pour... goûter à cet univers. C'est premier extrait. Moi choisis vivre la vie comme si c'était dernier jour. Monter côté Madinina, fait en rond à Guadada. Moi choisis vivre la vie comme si pas qu'aimé d'aime. Monter côté Lomé, virer côté barbecue. De tout côté moi passé ini la joie. De l'autre côté moi passé ini tendresse. De l'autre côté moi passé ini l'amour. Et j'en voulais pas moi aimer la vie. On choisit vivre la vie qu'on s'y pas tenir. Problème monter côté Accra, fait en rond à Cotonou. Moi choisis vivre la vie qu'on s'y pas tenir. D'aime monter côté Lomé, virer côté barbecue douce. Afidek pek kem loea, le lonely. Afidek pek kem loea, enjoy le. Nou ken ni malon ak bio. Afidek pek kem loea, le lonely. Afidek pek kem loea, le lonely. Afidek pek kem loea, enjoy le. Nou ken ni malon ak bio. Afidek pek kem loea, le lonely.
Donc, merci pour ce titre qui est vraiment très porteur d'optimisme. Mais on ne parle pas seulement en français, en fait. Alors, on parle le créole, le français, l'anglais et le mina. Le mina? Oui, le mina qui est un dialecte de l'Afrique de l'Ouest qui est parlé au Togo et au Bénin. Pourquoi le choix du Alors, mina? pourquoi? Parce que j'y suis souvent. En fait, je suis souvent au Togo. Je pars dans 3 semaines. Et puisque je fais de l'agriculture au Togo. Oui, là-bas. Et donc, j'y vais au moins une fois par an, puisque j'accompagne des amis au Festival de la mode. Il y a un gros festival qui se tient au mois de février. Donc, c'est là que finalement, je me suis fait des amis, des relations un peu de partout et d'Afrique. Et c'est vrai que j'avais envie de faire une musique qui soit antillaise et africaine. C'est quoi? C'est un retour aux sources? C'est un appel? C'est en nous, hein, c'est pas un retour aux sources. Moi, je suis un mélange de tout ça, d'Indiens, enfin bon, on a tout ce mélange qui est en nous, d'Afrique. Donc, voilà, pourquoi pas. D'accord. Et donc, alors, alors, dans les paroles, ça dit « Partout où je passe, il y a de l'amour ». C'est la même chose qu'il y a en créole. Partout où je passe, il y a de l'amour. Partout où je passe, il y a de la joie, il y a de la tendresse. Enfin, c'est ça, les paroles. D'accord. Donc, c'est vraiment pour diffuser un beau message de... Mais donnons-nous de l'amour. Ce serait simplement. bien déjà qu'on commence par ça. On vivrait beaucoup mieux plutôt que de se tirailler et d'être dans le négativisme. Voilà, c'est d'être positif. Donc, c'est le message à travers ce titre-là. Voilà, mais c'est mon état d'esprit, c'est mon fonctionnement. Donc, voilà. Et le clip sera tourné justement... J'allais dire le projet. Voilà, le projet, c'est que le clip sera tourné une partie en Afrique et une partie aux Antilles. Et voilà. D'accord, donc la suite bientôt... de Paola Lisa. Voilà, c'est ça. Un album alors prévu? Écoutez, on verra. Franchement, en fait, je prends chaque jour un pas devant l'autre. J'apprécie chaque jour et bon, on me pose la question sur l'album, je n'en sais rien du tout. On verra bien comment les choses se passent. Je me laisse bercer, je fais chaque chose vraiment sur le moment présent et le plaisir surtout. C'est du plaisir que je cherche à faire de ce qui me plaît et ce que j'ai envie de faire, ce qui me fait kiffer. Qui fait kiffer. Est-ce que l'entrepreneuriat, ça fait kiffer toujours? Ah oui, toujours plaisir à être à mon bureau. Bon, souvent, comme je dis que je suis à la retraite, mais pas du tout. J'ai toujours... vous n'avez pas l'âge de la retraite? Voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, j'ai toujours une quinzaine, enfin un peu moins de 20 collaborateurs qui sont toujours là avec moi sur Guadeloupe, Martinique, Guyane, ça n'a pas changé. Et donc voilà. Et puis, bon, comme je dis dans le livre, tout est expliqué. Je fais de l'immobilier, je fais un peu plusieurs choses. Et, oui, c'est multicasquette. Multicasquette. Je suis, comme je raconte, je suis une hyperactive. Donc c'est vrai que tous les jours, c'est... Voilà. Contente de faire des choses nouvelles. J'aime pas la monotonie. Donc, bon, voilà, je suis bien entourée aussi avec mes collaborateurs depuis le temps. Donc, ça me permet de me consacrer à autre chose, quoi, des choses qui me plaisent aussi. Donc, j'arrive à être pleinement dans tout ce que je fais. J'ai beaucoup d'organisation pour ça. J'imagine qu'il en faut parce que avoir une entreprise, en plus l'Afrique. Plusieurs entreprises. Plusieurs. Combien d'entreprises en tout? Alors, plusieurs. Enfin, moi-même, je n'ai pas compté. Hein. Il y a des SCI, il y a des sociétés d'investissement, donc il y a pas mal de choses. D'accord. Un parcours qui inspire vraiment et puis plein d'audace. On sent que les limites ont été complètement repoussées. Voilà. Il faut. Merci beaucoup, Madame Aglaé et Paul. Alors, je vais préciser que ce soir, je suis au Fleur d'Épée, à l'hôtel Fleur d'Épée, pour une séance de présentation du livre et du morceau. Qui est disponible partout. Voilà, 19h, voilà, avec l'équipe d'animation. On va faire, il y aura un petit moment sympathique et puis de dédicace et du livre. Merci beaucoup. Voilà, de découverte. De découverte. Bon, en tout cas, un parcours bien inspirant pour nous, les femmes. Hein, parce que, voilà, c'est aussi ça... d'avoir des modèles comme ça, de référence, c'est très important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense qu'on va finir notre émission sans actualité aujourd'hui, parce qu'on n'a pas eu le temps. On a reçu des invités passionnantes aujourd'hui. Alors, on a reçu Morigné Gladys, directrice du campus ECG Guadeloupe. Elle était accompagnée de Barbara Montpierre, présidente de la commission formation. Elles nous ont parlé de Save the Date, la journée porte ouverte qui aura lieu le 31 au CBC, donc pour la formation
qu'il propose, donc 2-3 ans, Business School, dans le cadre du Parcoursup. Ensuite, on a reçu Madame Léonard, Edna et Madame Tomias, Muriel pour l'association AEP. Ils nous ont parlé de la brocante donc du 7 février, c'est au Rézé. C'est une association qui propose différents services et notamment pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un podologue. Ils ont des services spéciaux pour leurs adhérents, donc avec les différentes dates que vous voyez qui s'inscrivent sur votre écran. C'est vraiment l'occasion de soutenir cette association. On a aussi reçu Olivia Miat de l'association Gym en forme et fitness, donc qui est une association qui propose énormément de choses pour les seniors, notamment cette journée du 31 janvier, donc ce samedi, pour travailler sur l'aspect cérébral et sport pour les seniors avec des conférences sur tout le territoire. La prochaine étant le 11 février sur Morne-à-l'Eau. C'est gratuit. C'est vraiment l'occasion pour les seniors de découvrir des choses très riches et variées, de maintenir leur autonomie et d'avoir une retraite active et épanouie. Avec Catherine Cadreau, on a fait le point sur le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, et on a fait un bilan et on a aussi vu les perspectives pour l'année 2026 avec l'UMI. Elle nous a parlé de cette semaine, de cette période justement autour du tourisme et des métiers du tourisme qui va débuter le 3 février. Donc il y a plusieurs temps forts. Je pense qu'elle reviendra pour nous parler justement de toute cette actualité. Avec Nathalie Jacobi-Coali, on a parlé de placement judiciaire, notamment dans le cadre d'une décision judiciaire, et des différentes étapes et comment se déroule ce placement. Et on vient de terminer avec Paul-Élisée Aglaé, entrepreneur multicasquette et artiste, et pour cette chanson qui est sortie, donc Je kiffe ma life, qu'on a entendue et qu'on remettra un petit peu à la fin de l'émission. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et prenez soin de vous, ça c'est important. Je vous emmène en balade, je vous emmène en voyage. Kiffe My Life est disponible sur toutes les plateformes.